la durabilité avec Camille Magnon de Tarbes, de l'IUT de Tarbes, LMDC Toulouse, et puis, bien entendu, Sandrine Marceau de IFSTAR UGE, Université Gustave Eiffel. À vous la parole, les filles. Oui, merci. Vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. On voit très bien. Tu peux mettre voilà, mode CTRL-L, mode plein écran. Okay. Parfait. Pour le GT3, donc sur la durabilité, donc nous sommes deux animatrices, donc Sandrine Marceau et moi-même. Là, les objectifs de la présentation étaient les mêmes que pour les autres GT, hein, faire un bilan des travaux d'ores et déjà menés sur le thème, balayer ces travaux, discuter avec vous ou identifier les verrous pour aller vers la programmation notamment de journées thématiques et d'écoles d'été. Donc, donc, il y avait 46 inscrits sur ce GT issus de 30 organismes de recherche. Par rapport à ces travaux sur la durabilité, donc, il y avait déjà eu des ateliers lors des précédentes journées scientifiques. Donc, on a voulu partir. Il y avait eu un sondage qui avait été fait par rapport à la définition de la durabilité pour les participants à ce groupe. Donc, on a reporté ici ces différentes définitions, donc la tenue en service du matériau, son aptitude à conserver ses performances au cours du temps, la dégradation des matériaux à long terme, la résistance des matériaux face à des agressions extérieures qui peuvent être de différentes natures, biologiques, humidité, température, feu. L'évaluation donc, de ces paramètres environnementaux, température, humidité, concentration en CO2, environnement chimiquement agressif, dans lesquels les matériaux vont se dégrader, l'identification des mécanismes de dégradation, la prédiction de la durée de vie, l'impact environnemental. Donc ça, c'était plutôt la durabilité au sens de la soutenabilité. Donc cet aspect-là, comme on l'a vu, il sera plutôt traité dans le GT1, dans le cadre du GDR, même si la durabilité, celle qu'on va étudier dans le GT3, ou sur laquelle on va travailler dans le GT3, va impacter, puisque connaître les mécanismes de vieillissement, ça va permettre d'affiner les ACV en permettant, donc, on a parlé d'évaluer plus précisément la durée de vie des matériaux, d'évaluer les scénarios de fin de vie réalistes, les mécanismes aussi de dégradation en fin de vie et la recyclabilité. Donc, il y aura un lien, mais la partie impact environnemental ne dépendra pas du GT3. Et la résistance aux micro-organismes. Donc, on voit bien ces définitions-là, elles rendent bien compte de l'étendue, de la complexité de cette thématique. Donc, l'idée, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire une revue par rapport à ce que vous nous avez envoyé là, des travaux existants. Donc, ces travaux sont menés par rapport à différents environnements agressifs ou différents agents agressifs dans des contextes de vieillissement naturel ou en laboratoire pour des matériaux qui sont soumis à des protocoles de vieillissement accéléré. Donc, plutôt des sollicitations climatiques, donc des cycles d'humidification-séchage, d'aspersion, dans des conditions de soumission donc, au feu, au développement fongique et quelques rares travaux. On a trouvé un laboratoire qui faisait état d'études sur la dégradation en environnement chimiquement agressif. Ces agents agressifs vont impacter différentes propriétés et là, c'est plus en fonction de la spécialité des équipes de recherche ou du domaine d'emploi d'application du matériau. Les équipes vont étudier plutôt l'impact de ces agents agressifs sur la microstructure du matériau, sur l'évolution de ses propriétés chimiques et physico-chimiques, de ses propriétés d'usage en termes de mécanique, de thermique, d'acoustique, ou encore sur sa stabilité dimensionnelle, même si on a trouvé peu de travaux là-dessus. Donc, les matériaux qui sont utilisés, donc, ils sont très variés, hein, et avec des
des domaines d'applications variées, les bétons végétaux, la paille, les matériaux composites renforcés par des fibres végétales, donc soit matrices minérales ou polymères, des agro-ressources en vrac et des isolants légers type laine, panneaux légers. Donc, ce qu'on a essayé de faire là, c'est de balayer rapidement les travaux qui ont été réalisés. Donc, ce n'est pas du tout une synthèse exhaustive. Donc, je vous invite vraiment à intervenir, à compléter, éventuellement corriger. Donc, on est allé chercher des exemples, notamment dans les présentations que vous nous avez envoyées. Et donc, on les a organisés par agents agressifs. Par un choix, soit par propriété, soit par environnement agressif. Donc, on a choisi de les présenter par agents agressifs. Donc, les travaux sur lesquels on a identifié le plus de sujets, c'est la durabilité des matériaux de construction biosourcés soumis à des sollicitations qu'on peut qualifier de climatiques. Donc, soit dans des environnements, enfin, dans des situations de vieillissement naturel. Donc, il y a des travaux qui ont été réalisés sur des éléments structurels en bois, sur des isolants, des isolations par l'extérieur, etc., des bétons végétaux, soit dans un contexte de vieillissement accéléré. Donc là, ce qu'on a trouvé, c'était on a trouvé uniquement des études sur un vieillissement accéléré par des cycles d'humidification au séchage, avec un impact sur les propriétés multiphysiques, là, mécaniques, thermiques, acoustiques de ces matériaux. Donc, il nous semble qu'il y a quelques travaux sur le gel-dégel, voire sur l'effet des UV, sur les propriétés des matériaux, mais on n'avait pas eu plus d'informations. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter sur ce sujet. Non, peut-être après. Du coup, Sandrine, je te laisse la parole pour la suite. Ok, je vais continuer. Donc, il y a un deuxième type d'aspect de la durabilité qui est évalué, c'est la sensibilité de ces matériaux au développement fongique. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans les discussions dès qu'on parle d'utiliser des matériaux biosourcés à base de végétaux. On se pose des questions sur le fait qu'ils vont pouvoir être sensibles au développement de micro-organismes dans ces matériaux et donc l'impact sur la qualité de l'air intérieur. Donc, on revient sur un thème du GT2. Donc, il y a différentes études qui ont été menées sur différents types de matériaux biosourcés, soit des bétons de chanvre dans les études de Delannoy, des matériaux à base de terre dans les travaux de Laborel-Préneron, ou Marie Viel qui a travaillé sur différents composites contenant des particules végétales, et chacun a évalué à sa manière le développement fongique à la surface de ces matériaux. Dans des études menées par le FCBA, ils ont pu définir des classes d'emploi des matériaux vis-à-vis de leur sensibilité au développement fongique. Et il y a aussi des méthodes pour évaluer la résistance des matériaux face, alors là, cette fois non plus au développement fongique, mais au risque de termites ou insectes xylophages, comme on l'évoque souvent dans les matériaux à base de bois. Donc Gilles, je vois que vous avez activé votre caméra, peut-être que vous avez... Oui. C'était un petit peu, en effet, on a eu un programme Isobiome sur les moisissures pour les isolants à La Réunion, où on a mis en présence, en fait, on a fait une cartographie des dégâts causés par les moisissures. Et, voilà, et donc, ça fait un retour sur l'expérience sur du terrain pour justement élaborer de nouveaux matériaux. C'est bien d'avoir une qualification des matériaux, mais aussi un retour du terrain qui permet de voir les pathologies que l'on peut rencontrer. Et en effet, l'approche xylophage et thermique est assez importante de par la carte de France où il y a des dégâts par les termites dans différents territoires. Et l'approche des bétons végétaux, crise en termites, les isolants, les constructions bois, c'est important de regarder ça. On voit aussi le niveau supérieur qui est les rongeurs, qui peuvent peut-être, dans certains cas aussi, faire des dégâts. Donc, il y a aussi un commentaire sur le développement fongique. Camille, si tu peux revenir,
Attention de bien penser à la composition de ces matériaux biosourcés, niveau de pollution par les graines, l'herbe. Ces éléments dégradent les performances. Il est important de connaître le niveau de pollution acceptable pour chaque type de matériaux biosourcés sur la base de critères partagés. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, au niveau de la durabilité, on est toujours très lié à la manière dont les matériaux ont été formulés, au choix des matières premières, leur caractérisation, leur performance, la mise en œuvre, le respect de toutes les règles de l'art. Donc, c'est des paramètres importants à prendre en compte. Effectivement, on ne peut pas, pour toutes les études qu'on fait en durabilité, on voit qu'on est lié aux 2 GT précédents. Il faut connaître les performances des matériaux, il faut également savoir les caractériser pour pouvoir regarder comment leur performance évolue dans le temps. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est important. Donc on peut passer à une performance qui avait aussi été évoquée dans le GT2, donc on l'a classée plutôt dans la durabilité, puisque c'est un moyen, une dégradation des matériaux, alors dégradation plutôt accidentelle. Donc là aussi, il y a différentes études qui ont été réalisées, soit dans le cadre de la thèse de Marie Viel à Rennes, sur les composites, comme tout à l'heure sur les micro-organismes, aussi au LMDC, toujours sur les matériaux terres, comme tout à l'heure, et puis d'autres études sur du bois, au mines d'Alès, où on avait des études sur la prédiction de la réaction au feu et puis l'efficacité de méthodes d'inifugation ou de traitement pour améliorer la durabilité des matériaux face au risque d'incendie. Donc ça, il y a différentes études qui sont également réalisées sur cette thématique. Donc au final, là, on a vraiment balayé juste quelques types d'agressions. Pour tous ces types de vieillissement, on retrouve des problématiques qui sont communes. Donc on a aussi parlé tout à l'heure des problématiques de changement d'échelle. Comment faire le lien entre des caractérisations, des essais qu'on va faire au laboratoire sur les matériaux, ce qui se passe au niveau d'un système constructif où on va pouvoir avoir l'association de plusieurs matériaux entre eux, jusqu'au bâtiment où là, on a vraiment des conditions réelles d'utilisation des matériaux. Quels sont les traitements possibles pour améliorer la durabilité face aux différents risques? Alors après, ça va dépendre de la fonction du matériau. On va utiliser des solutions spécifiques. Les solutions peuvent être elles-mêmes biosourcées. Exactement. Être appliquées à des matériaux biosourcés ou un traitement lui-même biosourcé. Également, la problématique du recyclage, de la fin de vie et de la biodégradabilité. La dégradation du matériau, ce n'est pas forcément toujours quelque chose de 100% négatif, tout dépend de son application. Et dans certains cas, il peut être intéressant d'avoir des matériaux qui sont biodégradables pour pouvoir limiter leur impact en fin de vie. Et puis peut-être d'autres thèmes que vous avez, vous, plutôt identifiés dans le cadre de vos études. Je ne sais pas si vous avez thèmes transversaux à ajouter. Merci Sandrine. On n'a pas fini. Oui. On va rapidement, parce ouais. que donc, non, mais pour des questions aussi. Hein. Allez-y. Je continue. Je ne vois pas, il y a combien de diapos en fait en tout. Non, donc juste. On garde la surprise. La synthèse, c'était donc de voir, c'est une problématique qui est complexe, celle de la durabilité des matériaux de construction biosourcés, de par la nature de ces matériaux. Donc ils associent différentes phases, donc une phase à minima végétale, mais qui peut être associée à une matrice d'origine minérale, polymère, voire elle-même biosourcée. Et du coup, les mécanismes de vieillissement qui vont s'appliquer sont multiples. Chaque phase peut être dégradée par un mécanisme. Il y a également des phénomènes aux interfaces. Donc jusqu'à présent, ce qui a été fait, c'est les équipes ont travaillé sur
Un peu, hein, c'est le tout début des développements de protocoles de vieillissement accéléré. En revanche, on n'a pas vraiment trouvé de travaux sur la validation de ces protocoles de vieillissement par rapport à un vieillissement naturel, sur l'évolution des performances d'usage, qui peuvent être de différentes natures, donc mécanique, thermique, hydrique, etc., dans le temps, et le développement de solutions préventives ou curatives. Et là, il faut veiller à ce que ces solutions elles-mêmes restent à faible impact environnemental et sanitaire. Donc du coup, pour conclure, nous, ce qu'on avait identifié comme famille de verrous, ce serait travailler sur l'identification des agents agressifs qui sont responsables de ce vieillissement prématuré des matériaux de construction biosourcés, de travailler sur le développement et la validation des protocoles de vieillissement accéléré. Grâce à ces outils, ces études en laboratoire, identifier et comprendre les mécanismes de dégradation, donc, qui sont multiples. Enfin, pour proposer des solutions, soit préventives, soit curatives, qui permettent de garantir le maintien des propriétés d'usage de ces matériaux dans le temps et éventuellement contrôler l'évolution des propriétés dans le cas de sollicitation accidentelle. Donc là, on peut avoir vos avis, savoir si pour vous, certains de ces sujets n'étaient plus des sujets, est-ce qu'ils étaient déjà traités, ou au contraire, est-ce qu'il y en avait peut-être certains qu'on avait oubliés, donc compléter ces verrous, et savoir vers quel thème, comme le disait Sofiane, on allait peut-être se focaliser dans le cadre du GDR. Allez bien. Et donc sinon, pour finir, les objectifs, là, c'était les mêmes que les deux autres GT. À court terme, on se proposait de constituer un annuaire des partenaires. Et à moyen terme, organiser une école d'été et une journée thématique. Et on aurait besoin de vous pour identifier les sujets prioritaires à traiter lors de ces événements. C'était la dernière? Ouais. Ah, bon, finalement, alors il y a une question. Pas trop infortuné. Oui. Il y a une question notamment sur l'importance de considérer les interactions biophysico-chimiques entre le liant et les particules végétales. L'environnement immédiat conditionne fortement l'évolution des performances, notamment des particules végétales liées à leur composition. Donc ça, effectivement, oui, c'est un paramètre important qui est à la fois dans le GT1 et dans le GT3, et dans le GT2 finalement aussi, puisque les performances, ces interactions, elles vont conditionner les performances déjà initiales des matériaux et également la manière dont ces performances vont évoluer dans le temps. Forcément, si on a un problème d'adhésion, des interactions qui sont très faibles entre un liant et une matrice, on peut s'attendre à des performances assez faibles et puis une évolution de ces performances assez négative. Donc ça, il y a différentes équipes ici qui travaillent déjà sur ces interactions quand on est dans le cadre de granulats végétaux avec une matrice minérale, mais c'est aussi un thème qui est abordé avec les matrices organiques. Dès qu'on mélange deux composants de nature chimique différente, la question de ces interactions, c'est un thème qui est très important. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est important. Et Sonby aussi qui nous demande si on va étudier la lixiviation. Alors nous, on peut étudier, mais la thématique, c'est est-ce que c'est quelque chose qui nous paraît important? Effectivement, si ces matériaux relarguent certaines substances chimiques dans l'environnement, ça peut être quelque chose de très négatif. Ça fait partie de l'évaluation de la durabilité. Et puis, également un commentaire de Rémi Perrin sur le sujet prioritaire. Ça y est, on trouve un sujet prioritaire, merci. Qui est une parfaite compréhension de l'intercalation des matières végétales avec l'eau, bon nombre de conséquences y ont leur origine. Là, ce que vous voulez dire, c'est… Je peux peut-être intervenir, ouais. Ça sera plus rapide que par le chat. C'était un sujet qu'on avait déjà abordé lors du groupe de travail en 2017
Aujourd'hui, on le voit, la plupart des matériaux biosourcés dont on parle sont très hydrophiles, ce qui leur amène des propriétés particulières, mais ce qui leur amène aussi un bon nombre de handicaps. Et ça, je souhaite vraiment le remettre en avant. Et en vue de régler ce handicap par rapport à la méthodologie que vous avez proposée, et aussi, je reprends les objectifs numéro 1 de ce GDR, c'est-à-dire de faire de la science et d'amener de la compréhension. Aujourd'hui, je trouve que notre niveau de compréhension des interactions entre la matière première végétale, quelle qu'elle soit, et l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit liquide, gazeuse ou glace, donc, ou solide, ne sont pas suffisamment connus, et bon nombre des problèmes de durabilité qu'on observe sur les matériaux biosourcés ont pour origine ce manque de connaissance de ce qui se passe à l'interface entre la matière végétale et l'eau. Et on parlait de thématiques pluridisciplinaires. Je pense qu'on va avoir besoin d'avoir des gens de la science des interfaces pour pouvoir nous amener aussi des éléments de compréhension complémentaires. Je donne un exemple excusez-moi de vouloir trop me concentrer sur le domaine que je connais le mieux, mais qui est le domaine de l'isolation thermique. Un isolant thermique à base de fibres végétales, là aussi avec le spectre de caractérisation qui est celui qui fait référence aujourd'hui, qui est le lambda, et je m'en excuse, mais c'est celui-là qui est notre quotidien. Pour un isolant thermique à base de fibres végétales, on mesure le lambda sec et le lambda humide. Il y a 10% de perte de propriété entre le lambda sec et le lambda humide. Vous prenez une fibre de verre, vous prenez une fibre de polyester, lambda sec égale lambda humide. Je ne dis pas qu'il faut arriver à ces objectifs-là, mais il faut vraiment comprendre quelle est l'interférence entre l'eau et la matière première végétale, en vue, dans un second temps, de déployer des stratégies pour la contrôler, la maîtriser, voire, dans certains cas, l'éliminer. Le développement fongique, ce que je dis à tous les jeunes ingénieurs qui arrivent chez Soprema, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin d'avoir à manger et il y a besoin d'avoir de l'eau. Voilà, une fois de plus, en traitant et en manageant la quantité d'eau nécessaire autour des fibres végétales, on suppose, ce n'est qu'une supposition, que ça va avoir un impact direct sur le développement fongique. Donc, la question était posée de savoir quels étaient les sujets prioritaires. Donc, moi, en tant qu'utilisateur final de la connaissance que va développer ce GDR, aujourd'hui, je me trouve face à un manque de compréhension sur ce qui se passe à l'interface entre l'eau et la matière végétale en vue de déployer des stratégies pour l'augmenter, pour la supprimer, pour l'optimiser, et non pas de la subir, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà. Merci Rémi. Bon, je pense que la réponse, elle pourrait être aussi longue que le commentaire. Je vais pas me lancer dans cet exercice, mais effectivement, et là je suis d'accord, s'il y a bien une chose sur laquelle on est d'accord, c'est effectivement, mais il y a aussi un petit peu une mystification un petit peu des choses. On lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Le problème, c'est toujours véritablement parce que quand vous dites la fibre de verre lambda sec égale lambda humide, après, c'est des raccourcis parce qu'il ne faudrait pas induire aussi que la laine de verre, elle est durable et pas l'autre. Si on se replace sur ce groupe de travail, il y a effectivement l'approche performantielle vis-à-vis de l'environnement. Donc, les performances en environnement sec, en environnement humide ne sont pas les mêmes pour le béton végétal. C'est un avantage. Ça peut être lu comme aussi un inconvénient si on se focalise ou on segmente à chaque fois les choses en disant « Ah, il faut regarder que ça », mais on oublie tout le reste. Donc, c'est un ensemble de choses, mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il faut absolument, je dirais pas démystifier, mais un petit peu préciser exactement les choses dans leur environnement, dans leur contexte, et ne pas présenter forcément comme étant un inconvénient
le fait de… Non, je n'ai pas dit que c'était un inconvénient. Non, mais tu l'as dit, hein, tu l'as dit, donc il n'y a pas de souci. Oui, alors pour l'isolant, c'est très clairement un inconvénient, soyons clairs. Et aujourd'hui, quand on est pénalisé de 10% lambda, c'est 10% d'épaisseur en plus. Voilà. Donc, et ça, c'est économique. Par contre, ce que je disais, et en remettant ça dans le cadre du GDR, c'est la compréhension. Qu'est-ce qui se passe à l'interface? Exactement, Tant que je n'ai pas compris, je ne peux pas le manager. Voilà, là-dessus, on est d'accord. Dans le GDR, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe. Après, bon, les matériaux, on va dire, artificiels ou synthétiques, je dirais presque, sont des matériaux pour nous qui sont de contrôle par rapport auxquels on se compare, mais sans forcément, je dirais, y prêter une attention qui ira au-delà de cela. Ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe pour nos matériaux. Alors, il y a eu quelques autres questions, Sandrine, sur les COV. Alors, j'invite sur la qualité de l'air, effectivement, qui est un élément important, mais je crois que ça peut faire l'objet aussi du GT1, parce que c'est les composants aussi qui sont en jeu. Et donc, est-ce qu'il faut le traiter dans le GT3 ou le GT1? Il faut voir aussi quelle communauté ça intéresse. Bon, je sais qu'il y a une communauté à Toulouse, au LNDC, sur la qualité de l'air intérieur. Donc, il faut voir, je ne suis pas absolument sûr qu'on soit très, très nombreux à travailler sur cet aspect-là. Donc, il faudrait voir, hein, mais bien entendu. Et aussi, il y a eu une remarque de l'ECAM sur la transversalité de la modélisation. Parce que la modélisation, quand on la fait par segment, souvent, hein, on parle de modélisation hygrothermique, de modélisation mécanique, de modélisation acoustique. Et en fait, comme l'a dit Philippe Glay, il y a quand même peut-être des ponts à construire entre modélisateurs. Ils utilisent souvent la même méthode, la méthode des éléments finis ou méthode des éléments discrets. Bon, il faut peut-être trouver le moyen d'interconnecter les méthodes de modélisation et puis finalement d'apporter, je dirais, les connaissances des uns aux autres.